Je vous en prie. Madame, bon après-midi à tout le monde. Permettez-moi d'abord de remercier les organisateurs de la conférence pour leur gentille invitation. Avant de commencer, je constaterai qu'il s'agit d'un document schématique sur mes activités en Caraïbes. Je sais bien que vous ne connaissez pas peut-être l'art de ce coin du monde. Si l'art du XXe siècle nous a appris quelque chose, un critique d'art, c'est que les définitions sont importantes. Comme Metcalfe le dit, je cite, l'art est ce que la société estime évaluer. L'art exige une certaine sensibilité, ça donne du prestige. Les gens qui ne connaissent pas l'art, comme s'il manquait une qualité qui donne de la dignité à l'existence humaine. Et pour cela, les définitions de l'art sont trop politiques. Les gens ne peuvent pas se permettre de donner les pistes comment apprécier les arts. Jamaïque, qui était la colonie depuis le 15e siècle, d'accord, une colonie anglaise après américaine, en Jamaïque, l'art se développait parallèlement à l'art occidental. C'était une relation assez difficile dans la hiérarchie occidentale. C'était l'art pour s'inspirer. Une partie de l'art produit en Jamaïque se trouve au mi-chemin entre ces deux pôles. Il s'agit donc d'une caractéristique typique pour l'art colonial. Le peuple autochtone a complètement disparu. Au XVIIe siècle, ils ont été remplacés par les nouvelles populations, les commerçants, les agriculteurs, les administrateurs. La majorité qui a apparu plus tard, les esclaves africains, plus tard les colonisateurs chinois, c'est ça la base de la société de Jamaïque, c'est-à-dire l'art était tabula rasa. Au Jamaïque, qui n'avait aucune tradition culturelle, aucune histoire culturelle, qui pourrait être utilisée pour faire face à la colonisation. L'histoire est bien évidemment beaucoup plus compliquée. L'incertitude était typique pour le milieu local en Jamaïque, dont la vie coloniale en Caraïbes était telle que c'était un facteur déterminant. L'art est toujours basé autour de ce qui a été fait. Or, en Caraïbes, rien n'a été fait. Le peuple local était sans expression, c'était un certain mimétisme. Il a fallu changer la vision de l'art Caraïbe. Il a fallu trouver une nouvelle identité créole. Et dans ce contexte, et dans le cadre de quelques mouvements nationalistes des années 20, des années 30, l'identité jamaïcaine a été définie comme Hui, comme Connery. Leurs œuvres étaient assez identiques. C'était des descriptions des scènes quotidiennes, des activités quotidiennes, des portraits
des gens célèbres, des gens ordinaires, en utilisant un langage artistique assez poétique. Perceptions about art remained highly dependent on Western Les artistes locaux essayaient de s'identifier. Ils avaient une certaine relation avec la culture locale qui était assez unique, mais considérée inférieure à leur expression artistique. Et John Dunkley, lui, satisfont à toutes les deux conditions pour la création artistique. Le nationalisme est devenu une norme artistique. Ces standards, ces normes ont été mis en question très vite. Les premiers artistes luttaient pour l'indépendance de Jamaïque en 62, comme Hyde ou Watson, qui ont fait leurs études aux États-Unis et en Europe. Ils sont rentrés avec de nouvelles idées sur l'art. Il s'agit du modernisme, comme Hyde Park-Sink, et dans d'autres cas, c'était le réalisme. Ils empruntaient des thèmes tirés du milieu local, mais aussi ils s'inspiraient ailleurs. Ils étaient des cosmopolites et c'était leur approche à leur travail créatif. Il y avait aussi la question de race. Les plus jeunes, ils s'identifient comme les artistes noirs. Et cette identité transnationale est encore plus compliquée. Qu'est-ce qui est international dans le contexte jamaïcain? Le premier artiste, Watson, il était le premier à représenter la culture noire et qui représentait les Rastafarians. C'était le premier artiste qui utilisait les idiomes autochtones. Dans son travail, il mettait en question les frontières, les limites qui séparaient les artistes et le peuple local, et c'est dans cela qu'il se différait des autres qui considéraient leur création comme supérieure. Donc voilà, ces jeunes artistes étaient les ambassadeurs de ces aspects progressifs de la Jamaïque. C'était une initiative intitulée Face de Jamaïque, les visages de Jamaïque, exposition dans les années 60 en Allemagne. Génération n'a pas été très bien reçue. La critique d'art elle est considérée comme les artistes qui ne font que reprendre ce qui a été déjà inventé. Leur création était typique pour la scène artistique new-yorkaise. Ils mettaient en question l'authenticité de la culture de l'art jamaïcain. Les aspirations de ces artistes étaient perçues différemment comme ils le voulaient. L'authenticité dans l'art n'a pas été la réponse au modernisme, c'était plutôt l'expression des artistiques qui étaient sans éducation classique, qui suivaient les artistes jamaïcains sans éducation. Ils voulaient aussi augmenter le statut de la culture autochtone, comme par exemple l'homme politique Siag, qui luttait pour la reconnaissance des religions africaines comme revival. Il y avait des intellectuels radicaux comme les étudiants universitaires et les académiciens qui soutenaient le courant religieux de rastafarianisme. Les rastafariens ou les artistes, les peintres sans éducation dominé dans les années 80. En 89, la première galerie a été ouverte
en Jamaïque qui donnait la place prominente aux artistes intuitifs, comme on les appelait. La description de la galerie a été la suivante. Ces artistes, ces peintres créent de manière intuitive. Ils sont purs, ils sont sincères, leur vision n'est pas influencée par les autres théories, par les théories sophistiquées de l'art. À la différence du mainstream dans les arts, ces gens sont purs, ne sont pas influencés par les autres. La critique considérait cette différenciation comme une menace, comme une stratification de l'art jamaïcain. À cause de cette différence, il y avait de nombreux conflits sur la scène artistique de l'île. Ces artistes intuitifs étaient aidés, étaient soutenus. La pureté dans leur création est douteuse. Parfois, on leur donne un label pour qu'ils soient mieux vendus à l'étranger, comme s'ils protégeaient la culture comme ils protégeaient la culture qui fait la promotion à l'art jamaïcain pur. Ces critiques n'ont pas pris en considération les changements qui se sont opérés sur l'île à ce temps-là. Dans les années 60-70, il y avait des émeutes, il y avait la crise économique, la migration, globalisation, mondialisation. Et dans ce contexte, la culture autochtone se développait rapidement et vous savez, le produit le plus célèbre de la culture jamaïcaine, c'est le reggae. Le reggae qui a franchi la frontière de l'île, qui crée l'identité. Il s'agit d'une culture très éclectique, très moderne, qui ne connaît pas les frontières, qui ne se pose pas la question sur la culture locale. Et la culture jamaïque s'est incarnée justement dans le mouvement rap. Le caractéristique éclectique ne se pose pas la question, qui sont très souvent liées à la culture post-coloniale et la répercussion à l'étranger de cette culture a une facette visible, comme par exemple les couvertures des CD. Il y a une critique d'Albol qui critiquait à cette approche de pirate en comparaison avec l'approche globale qui campait sur cette approche nationaliste. Bien évidemment, si on le dit dans ce contraste, on simplifie la situation complexe. Si j'ai dit que le peuple local utilisait les gestes ou la mimique, c'est aussi la simplification, mais où nous en sommes avec la définition de l'art dans cette hiérarchie. Osmond Watson a très justement définir les différences entre la culture haute et la culture populaire. Où Tom Scott, en 1985, durant une exposition, il a fait une approche à la culture locale, à la culture basse, comme il la disait, pour faire cette élévation de la culture locale jusqu'à galerie d'art. Il est allé contre le courant. Il a montré dans une galerie ce qu'on n'était pas habitué à voir. C'était non seulement une approche radicale, mais aussi bien aimé. Les gens aimaient cette approche. Et au fur et à mesure, les modifications, Internet, les IT technologies, grâce à ces technologies, Jamaïque fait partie de la scène mondiale de la culture.
On a pu Contemporary Jamaican perdre un tout petit peu de l'identité, mais en même temps, la Jamaïque s'est enrichie, la culture est fière, stable, transnational et transgressif, c'est-à-dire résistant aux influences dans la période postcoloniale. Deborah Thomas, critique d'art, l'appelle Modern Blackness, le noir moderne. Dans ce contexte, l'incertitude et la hiérarchie des temps passés ne sont plus d'actualité, ce qu'on peut voir dans les travaux des jeunes artistes comme Emily Patterson, comme Eloni Patterson, qui ne s'identifient pas vis-à-vis le centre, mais font partie de la scène globalisée de l'île. Il y a aussi un art qui prêche l'égalité de genre en contradiction avec l'homophobie bien présente sur l'île. Fogan, critique d'art canadien, en 2012, il a constaté que cet art est destiné à l'exportation. Ils ont une certaine valeur à l'échelle mondiale. La création artistique d'aujourd'hui parle de plusieurs Jamaïques. Il y a plusieurs courants. Jamaïque devient relativement rapidement une puissance mondiale sur la scène artistique, et si on veut être content avec nous-mêmes, c'est le premier achèvement, et on est fier comme le peuple autochtone. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle? There we have a question, please. Je vois une question dans la salle. Yeah, now it works. I thought that was a very good thing that you have introduced the issue of Merci, vous avez très bien présenté cette pratique globale qui se diffuse par les médias, par les téléphones portables. Il est important d'éliminer les frontières. Il est important d'éliminer les trous noirs. Ce que vous avez dit est très, très important. Et certainement, les médias sociaux sont importants. Ils nous donnent la possibilité de franchir les frontières, les obstacles qui existent sur la scène locale. Le commissaire des expositions, par exemple, devient sans efficacité, sans importance, mais il ne faut pas avoir des rêves. Il y a toujours la réalité économique. Les ressources financières ne sont pas disponibles à tout le monde, et cet aspect hétérogène de l'art est important. S'il existe une culture qui se focalise sur ces multigenres, je ne parle pas de l'expression post-colonisatrice, je parle de l'expression indépendante. Oui. On a commencé par la recherche vaine de la pureté, et on s'est retrouvé dans la hybridisation. Artist site in the sense that Trinidad has CCA, Y a-t-il and a number of artists have moved to à Trinidad Jamaïque from, quelque chose comme CCA, au Trinidad, centre is there a pour locus les artistes? Je Jamaica sais of qu'il artists y coming a un back, certain or, nombre d'artistes qui sont we've got partis à Peter CCN, Doyle, au Trinidad. working in Trinidad. Christophe Limvite-Doy, sont-ils suivis par les artistes jamaïcains? CCA7 n'a plus été financé, c'était pas durable. On n'a pas pu
utiliser le même schéma qu'au Trinidad. Oui, il y a des studios qui existent, il y a des possibilités de résidence, il y a des artistes qui viennent en résidence. C'est depuis récemment, mais ce sont les artistes qui gèrent eux-mêmes et qui financent eux-mêmes leur séjour, leur résidence artistique. Quant au peintre, il y a la Galerie nationale, c'est la question du gouvernement, c'est sous l'égide du gouvernement jamaïcain, bien sûr en coopération avec la communauté artistique. Vous avez travaillé à la Galerie nationale, quelle est votre fonction et êtes-vous d'origine jamaïcaine? Moi, oui, certes, je suis directrice de la Galerie nationale. C'est un musée-galerie ouverte en 1974, le plus grand musée à Lille. Il s'agit d'une grande institution. Nous avons 36 000 pieds carrés pour montrer la période avant la colonisation, la période contemporaine. Nous sommes placés sous l'égide du gouvernement jamaïcain, c'est-à-dire nos salariés. Nous avons 37 salariés théoriquement. Nos salaires et les locaux sont financés par le gouvernement. Quant à la programmation, quant aux acquisitions, il faut chercher les ressources financières ailleurs. Théoriquement, ces ressources devaient venir du gouvernement, mais nous devons chercher les sponsors. Il y a le secteur privé qui nous sponsorise. Nous avons plusieurs ressources. Nous avons une boutique dans les locaux du musée de la galerie qui nous donne des ressources supplémentaires. Il y avait un collègue à moi qui s'est plaint que son budget a rétréci de 6 millions de dollars et j'ai commencé à rire. Notre budget ne s'élevait jamais à 6 millions de dollars. Et je peux mentionner une grande exposition que nous venons de monter qui coûtait plus que 6 millions de dollars, 6 000 dollars. Comment gérez-vous cette rencontre entre l'approche locale, entre l'art local et l'art cosmopolite? Il y a quelques années, j'aurais dit qu'il n'y avait pas d'argent, mais grâce aux médias sociaux, grâce à la numérisation, nous sommes capables de monter des expositions qui sont complètement différentes de ce que nous avons fait il y a 15 ans. Il y a 15 ans, si nous avons voulu exporter l'art, ça serait pas possible. Aujourd'hui, la situation est différente, mais en tant que Galerie nationale, institution d'État, institution nationale, nous mettons en œuvre la stratégie, la politique d'État. C'est-à-dire, nous devons représenter l'art national. Thank you very much.